Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Spot en compagnie de Jonathan Roy de chez H4G et de moi-même, Charles, de chez Agence Coda. Donc, cette semaine, on reçoit mon ami Richard Lapointe de chez iScan. Allô, Richard? Salut les gars! Salut! Ça va? Oui, merci de l'invitation. Très cool de t'avoir, en tout cas. Dans le fond, Richard, c'est ça, on voulait... ça fait un petit bout qu'on voulait t'avoir au podcast parce que, moi, en tout cas, j'aime beaucoup ton parcours. Je trouve que tu as un parcours atypique puis je trouve ça super intéressant ce que tu fais actuellement puis comment ton parcours t'a amené à faire ce que tu fais actuellement. Fait que je me demandais, tu veux-tu nous jaser un peu de comment t'en es venu à scanner des bâtiments patrimoniaux et autres? Ben oui, allons-y avec ça. Moi, je me considère comme un archéomaticien. Ouais. Donc, je suis à la fois un archéologue spécialisé en géomatique. Donc, j'ai vraiment mixé le volet du passé avec le volet des technologies, si on veut, futures. Fait que j'ai créé un néologisme là, dans la fin des années 90, là, 99. Là, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Archéomatique, une archéologie virtuelle. OK. Fait que mon parcours, dans le fond... moi, je suis un passionné d'histoire puis de patrimoine. Fait que je suis parti à l'université en études médiévales. Études médiévales, ça m'a amené en archéologie. L'archéologie m'a amené à prendre une brosse avec un ingénieur en électronique qui me dit, dans la vie, fais quelque chose qui mélange l'informatique. Fait que, tu sais, fin des années 90, là, début des années 2000, l'informatique, c'était un peu la démocratisation, si on veut, là, à cette époque-là, des technologies. Fait que je me suis déplacé à l'Université Laval, à Québec. Au département de géomatique? Non, en archéologie, en fait, parce que le certificat en archéologie se donnait à Laval. Moi, je n'avais pas compris la différence entre l'anthropologie et l'archéologie encore à ce moment-là. Seulement à Laval. En archéologie historique, en fait. C'est ça la différence. Fait qu'à Montréal, il se donnait à l'époque de l'archéologie préhistorique. Okay. Mais là, ce qui m'intéressait plus, c'est une espèce de continuité avec le Moyen-Âge, tu sais, qui est, dans le fond, la colonie en Amérique. C'est une continuité de ce qui se passait en Europe. Mais c'est-tu parce que ce qui était, dans le fond, au Québec, t'intéressait un peu plus que vraiment faire l'archéologie mondiale, il y a une réalité en fait. de contexte. Oui, si tu veux travailler, tu t'intéresses à ce qui se passe dans ta cour. Parce que j'ai des amis qui s'intéressaient à la céramique grecque ancienne, mais tu fais vite le tour des tessons de céramique grecque ancien au Québec. Ouais, c'est ça. Ça fait que le volet de technologie, en fait, c'est aussi un atout dans le sens où ça te permet de travailler sur toutes sortes d'affaires. La cartographie, la géomatique aussi. Là. Ça fait c'est là que j'ai fait mes bases de photographie aérienne, photo-interprétation, mes bases de cartographie, mes bases de bases de données, de gestion de bases de données. Mais ça, tu l'as fait dans un certificat en archéologie? C'est que d'un certificat à l'autre, j'ai construit un bac personnalisé. Okay. J'ai eu la chance d'avoir un prof qui était assez allumé pour vous dire, regarde, toi, t'es un passionné. Ça fait qu'il m'a embauché pour construire des bases de données, pour faire de la cartographie un peu pour lui. Puis là, ça m'a amené à faire un bac personnalisé, puis à partir le concept d'archéomaticien, là, de mélanger finalement les technologies, la connaissance du passé à sa diffusion, parce que la géomatique, c'est l'acquisition, le traitement puis la diffusion des données, mais là, dans une optique patrimoniale puis dans une optique archéologique qui nous amène finalement à des outils de gestion plus que des outils de recherche. Là, mais tu devais être passionné par l'architecture quand même, parce que l'archéologie... Moi, je connais pas ça beaucoup, l'archéologie. Là. Je veux dire, je serais prêt de définir parfaitement ce que c'est. Mais il y a un gros volet en archéologie qui traite de l'architecture. En fait, l'archéologie, c'est les poubelles du monde. Il faut le voir comme ça. Ça fait que l'architecture en archéologie, c'est les vestiges architecturaux. Fait que ça va être un site qui va être démoli, ça va être un site qui est abandonné, ça va être une maison qui a brûlé, puis qui finalement est enterrée, puis qui est réoccupée, puis redémolie, puis réoccupée, puis redémolie. Ce qui fait que, ultimement, il y a comme une stratigraphie, puis une composition de l'occupation qui se fait. C'est l'occupation du petit monde, là, c'est moi, toi, puis les autres, puis nos ancêtres qui étaient là, puis qui n'ont pas nécessairement laissé une trace écrite. Oui, dans certains cas plus modernes, on va avoir des photos, on va avoir de l'iconographie, on va avoir des souvenirs de famille qui vont nous permettre de rentrer dans cette histoire-là puis de la comprendre, mais elle est souvent disparue du terrain où on intervient parce que on construit des nouveaux bâtiments, on construit des nouvelles habitations, on va construire des infrastructures civiles. Puis c'est-tu là que tu fais la différence, par exemple, entre l'archéologie du historique
puis l'histoire à proprement parler, c'est dans le fait que l'archéologie, vous vous intéressez à des trucs qui sont pas écrits? C'est ça, l'archéologie historique nord-américaine, notamment, ben, t'as de l'histoire, donc t'as des traces écrites qui composent. L'archéologie dit préhistorique, c'est une période où il n'y a pas de traces écrites. L'occupation amérindienne au Québec, par exemple, on n'a pas beaucoup de traces écrites, à part au moment où la colonie commence, puis les premiers échanges commerciaux. Puis là, c'est biaisé par une vision européenne qui vient dire que c'est des sauvages, puis qui vont tuer les missionnaires, puis que c'est des brutes, alors qu'en réalité, la majorité des gens vivaient dans organisé, le système culturel. C'est ça, c'est juste que si tu dis il y a juste Jésus dans la vie, puis qu'eux autres, ils n'ont jamais entendu parler, puis pour eux autres, il y a d'autres divinités, puis il y a d'autres formes de perception, puis que tu lui dis non, c'est pas de même, faut que tu penses, ben... non, c'est ça, il y a comme un clash entre l'histoire puis la préhistoire. Donc, l'archéologie historique va s'intéresser effectivement à l'architecture un peu plus parce que ça fait partie des schèmes de vie, de comment les gens ont vécu puis qui ont laissé des traces sur le territoire. Ça fait que mon intérêt au départ n'est pas tant architectural, mais dans ma démarche puis dans ma pratique avec les années, parce que là, j'ai fait mon bac, j'ai fait le documentaire qui s'appelle Archéomatique, une archéologie virtuelle au tournant des années 2000. Où est-ce qu'on le retrouve, ce documentaire-là? En partie en ligne. C'était le producteur à l'époque, ou les productrices à l'époque, c'était Vidéofemme, qui était à Québec, qui a été racheté par un autre organisme. Donc là, maintenant, il est en ligne. Là, on peut... Le mois dernier, pour le mois de l'archéologie, il avait été mis gracieusement en ligne. Un petit lien. On mettra un lien dans cool, ça, si on est... Y a-tu un YouTube, quelque chose? Ben, il n'est pas YouTube, là. Il est diffusé... c'est un Vimeo, peut-être, pour 2, 3, 4 piastres, là. Vous pouvez l'acheter et le visionner. Ça dure 1 heure. C'est une douzaine de capsules historiques. C'est sur les 5 continents. Ça fait que c'est un voyage qu'on a fait. Ah oui, c'est ça. Tu m'en avais déjà parlé de ça, que tu étais parti là, sur genre... Ben, en fait, veux-tu nous en parler un peu? Ben oui, je vous en parle un peu. L'idée à l'époque, c'était de voir en quoi les technologies pouvaient être employées au niveau de l'archéologie. Ça fait que pour l'enseignement en Californie, pour la recherche souterraine avec des géoradars en Nouvelle-Zélande. On était passé par l'Australie, mais finalement, ça n'a pas fait de capsule en Australie. Au Japon, il y avait des reconstitutions historiques de villes anciennes. Ça fait que là, c'était du 3D haut de gamme sur des super méga computers. OK. Nice. Au Japon. Après ça, on est allé du côté de l'Europe. Là, ça fait qu'en Espagne, là, il y avait une conférence internationale. En France, les premières applications de scan 3D. En France, dans la grotte Cosquer, scan 3D et photogrammétrie sur des méga ordinateurs. Okay. Fait qu'il y a un petit passage là-dessus. Puis c'est un peu ce qui m'a allumé aussi par après de dire hey, ça existe, puis on peut le faire, puis qui a mené un petit. C'est un peu la graine qui a semé iScan, entre guillemets. Là. Okay. Quand t'as parti ça. Je pense qu'on a sauté comme un. Ah, vas-y. Après ça, tu as étudié en géomatique, c'est ça, hein? Ben, c'est que la géomatique a toujours fait partie de la base de mes études. Puis c'est quand je suis revenu de ça, j'ai complété le documentaire. Ça fait que, puis là, j'ai fait une maîtrise en géomatique appliquée à l'archéologie, en reconstitution 3D de vestiges archéologiques d'un site en Syrie, puis en gestion de bases de données, puis en essayant de voir si on était capable de faire du système d'information géographique 3D, tu sais. Okay. Ça fait que ça n'a pas été un succès, mais ça a fait partie de l'expérience. Parce que là, on parle de quelle année à peu près? Là, on parle de 2003, 2004, dans ce coin-là. Fait qu'on est quand même dans les balbutiements là, de la numérisation, du scan 3D puis de la numérisation. Ouais, effectivement. En fait, les premières expériences de scan 3D, c'est à cette époque-là que je les ai faites. Puis c'est grâce à des arpenteurs géomètres du Québec qui avaient acheté le premier scanner 3D au Québec. Okay. Au Canada même. Là, c'est un Sci-Arc 3200 ou un Cyrax. Sci-Arc, c'est la fondation que la personne qui a fondé cette dynamique-là de scanner 3D fondée par après quand il a vendu à Leica ces technologies. Mais ça ressemblait à une espèce de grosse boîte géante qui scannait 30 degrés par 30 degrés. Puis le premier site que j'ai numérisé, c'était en archéologie, 12 mètres de long par 2 mètres et demi de large, 4 stations de scan à 4 mm de densité, 30 degrés, superposés, 8 heures de travail. 8 heures de travail, pour scanner? 12 mètres de long. Ah ouais, hein? 2 mètres et demi de large.
C'était quoi tu scannais? C'était les fondations du bâtiment de la potasse, puis qui était aussi un atelier dans le coin du Palais de l'Intendant de Québec. Okay. Donc, c'était des vestiges qui dataient du régime français, puis qui étaient utilisés comme atelier pour la construction navale, puis qui avaient été détruits lors de la guerre. Intéressant. Ouais. Puis, t'as-tu déjà travaillé un peu avec le leader aérien, tu sais, comme on voit qu'ils ont découvert des vestiges, des fondations à Angkor Wat ou je crois même, je pense que c'est en Amérique latine, au Mexique ou... Ouais. C'est venu beaucoup plus tard. Là. Ça fait juste 1 an ou 2 là, qu'on a commencé à faire les expérimentations. Puis c'était pas nécessairement à des fins archéologiques, mais plutôt à des fins minières. Ouais. OK. Parce que, tu sais, iScan, Expertise Laser 3D, la compagnie que j'ai fondée, ça a été fondé en 2011 officiellement, mais ça faisait partie d'une autre entreprise. Avant, j'étais comme un intrapreneur. Parce que mon parcours... Un intrapreneur? Ouais, un intrapreneur dans une autre entreprise, en fait. OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait toute l'archéologie, la géomatique. Je suis tombé sur le marché du travail. J'ai fait de la cartographie numérique pour des firmes en archéologie. J'ai fait un peu d'international au travers de tout ça pour les reportages, puis missions humanitaires ou d'aide internationale. Puis en revenant, là, j'ai eu la chance de travailler en géomatique à la Ville de Montréal. Ouais. Okay. Là, j'ai été chercher mes bases d'arpentage, j'ai été chercher mes bases de connaissances d'acquisition de terrain avec des arpenteurs géomètres qualifiés. Puis comme j'avais une expérience en numérisation 3D avec les premiers scanners, ben là, c'était de l'archéologie. Après ça, ça a été l'intérieur du mât du stade olympique pour le cadastre vertical. Puis là, en rentrant avec ces petites expériences-là en géomatique à la ville, ben là, ils se sont mis à pousser puis à regarder les nouvelles technologies qui étaient sur le marché. Puis là, on a fait un test, on a fait venir un scanner des États-Unis. Les gars sont venus, on a scanné l'hôtel de ville de Montréal en une demi-journée avec une faible densité qu'on a aligné, traité, converti puis intégré dans microstation dans la même journée pour faire une démo. Ben là, ça a été le déclencheur d'expérimentation beaucoup plus grande. Là. Fait que là, ça a été le CHUM, ça a été la rénovation de la place d'Armes, ça a été la rénovation de la place Diouville à Montréal. Puis là, ça a amené des projets beaucoup plus d'envergure. Mais en n'étant pas arpenteur géomètre, j'étais technicien en photogrammétrie, puis là, je faisais la mise à jour de la cartographie 3D de la ville. Ben, à un moment donné, je trouvais plus ma place là, puis eux, ils trouvaient plus leur place pour moi, tu sais, ça fait qu'il y avait comme un clash. Fait que là, j'ai commencé à regarder autre chose, puis là, j'ai fait mon cours d'entrepreneur, finalement, pour fonder mon entreprise, puis dire, regarde, moi, ce qui m'intéresse, c'est la numérisation 3D dans le domaine patrimonial. Mm-hmm. Puis, dans le domaine patrimonial, ben, veut pas, c'est l'architecture qui mène un peu le monde, tu sais, parce que il y a énormément de bâtiments anciens, notamment au Québec, à Montréal, à Québec, puis il y a beaucoup de restauration, transformation, rénovation de bâtiments, d'où le marché aussi. Scanner en archéologie, tu vas faire quelques projets, mais tu vas pas en vivre, tu sais. Tandis que scanner en architecture, là, tu as un marché potentiel beaucoup plus important. Puis scanner en génie, quand tu as des dreadlocks, puis que tu portes pas une cravate, je m'excuse pour les ingénieurs, mais il y a un peu des préjugés envers des gens comme moi qui ne fitent pas dans le moule puis qui sont pas ingénieurs. Parce que des ingénieurs, ça travaille avec des ingénieurs. Puis sauf qu'en même temps, c'est ce qui fait que tu pars une entreprise innovante. C'est ton branding, on a déjà parlé. Ah ouais, c'est ça. Ma personnalité, c'est ma passion, en fait. Oui, moi, ce que je fais, ça a toujours été allié vers la passion. Parce que quand tu drives dans quelque chose que t'aimes, ben, tu vas juste mettre l'énergie pour que ça marche. Puis si tu mets l'énergie, tu crées du mouvement. Puis en créant du mouvement, ben, t'attires une synergie. Puis en étant positif, tu réussis. Tu développes un charisme. Peu importe de quoi t'as de l'air, je veux dire. Puis peut-être hein, que les architectes sont peut-être moins... ils sont peut-être plus ouverts, c'est ça que... Peut-être, mais moi, j'ai toujours vendu des résultats. Ma gueule, ma personnalité, en réalité, c'est les résultats. Puis je m'entoure de gens compétents, intéressés et intéressants. Les gens qui ont moins d'intérêt, à un moment donné, naturellement, ça va pas fitter. Mais... Tu sais, c'est drôle parce que on en a déjà parlé dans un party de Noël, toi puis moi. Puis tu me disais, tu dis, mes dreadlocks, c'est ma carte de visite. Les gens, ils se rappellent de moi à cause de ça. T'sais. Écoute, en début, l'automne dernier, grosse conférence à Québec, Contech, puis je fais la présentation des relevés qu'on a fait il y a une dizaine d'années presque sur le manège militaire de Québec. Puis on a tout un masque de même.
Puis il y a des gens qui viennent m'aborder, qui me disent « Hey Richard, ça fait longtemps que je t'ai vu, comment tu vas? » Puis ils ont tous un masque, puis je suis comme « Ben, ça va bien, mais peux-tu me rappeler ton nom? » C'est ça, tu reconnaîtrais même pas le premier ministre. Je suis pas capable de les reconnaître, là. mais eux, parce que j'ai ces poils-là, ben, ils savent que c'est Richard qui est là. C'est effectivement, oui, une forme de marque de commerce. Puis, Mais je pense que tu as un branding qui est fort aussi du fait que tu es quand même dans les premiers qui ont fait ça. Oui, définitivement. Définitivement. Les premiers techniciens, là, j'arrive du stade olympique, là, pour ne pas le dire, là, puis c'était comme un retour aux sources parce qu'on a scanné le stade olympique en 2001-2002 avec un scanner 3D. Là. Fait que, tu sais, on a passé au-dessus d'un mois d'entour à scanner des 30 degrés par 30 degrés avec des overlaps de 30, 40, 50% pour être capable d'aligner ces données-là. Il n'y avait pas d'outils pour dessiner. Là, ça fait que pour tirer un vecteur, il fallait faire 3 plans qui nous donnaient un point, puis là, 3 plans qui donnaient un point, puis là, c'était 2 points qu'on pouvait lier pour tirer un vecteur. Ça fait que tirer une ligne, ça prenait comme 10 minutes à faire. T'avais-tu un peu d'autocorrélation ou c'était toi qu'il fallait qu'il fasse tes alignements? C'était du best fit dans Polyworks. T'importes tous tes scans individuels, puis là, tu les amènes un sur l'autre, puis là, t'es best fit, puis là, t'amènes l'autre, puis t'amènes l'autre, puis t'amènes l'autre. Ça fait que si t'as pas d'overlap de 35%, 40%, ton mathématique marche pas. Aujourd'hui, tu pars avec un scanner, puis en 1 minute et demie, t'as fait un 360 hyper haute densité, puis t'es rendu ailleurs 2 minutes plus tard. C'est un autre monde. Là. Hey, mais moi, j'aimerais ça qu'on revienne juste avant d'aller plus loin sur quand t'as parti à iScan, parce que, tu sais, honnêtement, on est tous des entrepreneurs autour de la table, tu sais, puis moi, c'est... J'ai comme une espèce de lubie de main. Je m'imagine les gens en train de pitcher leur projet quand ils me parlent de leur projet, tu sais, puis je me dis, tu sais, comment t'as pitché ça à un banquier? Je vais acheter des appareils à genre 100 000 $ pour faire du scan modèle 3D. Tu sais, comme, ça passait dessus à l'époque ou, tu sais, comme... Ben, en fait, c'est là que j'ai été un peu chanceux, tu sais, parce que quand j'ai quitté la ville, je suis allé faire mon cours d'entrepreneuriat pour fonder mon entreprise. Fait que là, j'ai eu du support pour réfléchir à comment on structure une entreprise. Puis j'étais un peu travailleur autonome, puis j'apprenais là-dedans. Puis en présentant mon plan d'affaires, une fois complété, à un client potentiel en 3D à Québec, ben, ils ont eu l'idée de dire, regarde, pourquoi tu ne deviens pas un intrapreneur? Fait que viens chez nous. Nous autres, on est en simulation 3D, mais toi, tu vas partir une branche de service 3D. Fait que ce que tu vas produire au niveau technique, ben, on pourra s'en servir au niveau des simulations. Puis, tu sais, on va se complémenter comme ça. Ça fait que mon plan d'affaires, dans le fond, c'est un peu grâce à lui que j'ai... Puis je vais le remercier. Merci Francis Lessard de Graph Synergie de m'avoir appuyé là-dedans. Lui avait le background en arrière, puis la liquidité, puis les reins assez solides pour aller chercher un scanner de seconde main à l'époque qu'on a acheté, puis qu'on a pu investir dans des logiciels. Puis là, j'avais des ressources techniques aussi compétentes en 3D qui venaient supporter finalement le développement d'affaires que moi je faisais. Mais là, à cette époque-là, on n'est pas chez iScan, on est chez... Non, on est dans Graph iScan. Donc, une espèce de division de Graph Synergie qui est devenue Graph iScan. Puis en 2011, difficulté financière, une comptable qui comprenait pas trop les chiffres, qui les présentait comme si j'étais une perte, mais qu'en réalité, on faisait pas des gros profits là, les 3 premières années. Là, j'étais 2 ans et demi avec eux, en fait. Là. Fait qu'on arrivait plutôt kiff-kiff, mais il faisait sa part, on rentrait dans les salaires, on rentrait, les dépenses étaient couvertes, puis il y avait quand même une part de profit qui venait contribuer au développement de Graph Synergie à ce moment-là, puis ça n'a pas été présenté comme ça. Ça fait que lui, il y a eu des troubles financiers, puis là, dans sa restructuration, ben, il a dit « je mets fin à cette entente-là ». Puis là, je suis reparti comme travailleur autonome en 2011. Puis j'ai tellement trop payé d'impôts que je me suis incorporé en 2012. OK, t'es travailleur autonome. Okay, pendant 6 mois de temps à peu près, tu sais, parce que là, je suis parti avec les contrats. Ça fait que ça a été un super start-up parce que tu pars avec 100 000 $ de contrat quand t'es tout seul, c'est intéressant, tu sais. Mais là, il faut les livrer, les contrats aussi. Mais ça t'avait-tu donné comme un choc du fait qu'ils mettent fin
à ce terme-là qu'au final, Ben, bien sûr, c'est devenu Parce c'est que une moi, bonne chose. moi, j'habitais à Montréal, j'étais associé avec Québec, puis là, je faisais des allers-retours comme ça tout le temps. ouais. C'était vraiment fatigant. Ça fait que j'ai décidé d'aller m'installer entre les deux, Trois-Rivières, Ouais. le centre du monde. C'est vraiment à mi-chemin entre Dubaï et Shanghai. Mais je voulais Exact, parler de exact. ça, moi. Je voulais parler de ça parce que t'es pas le premier qui me parle de Trois-Rivières comme en tant que, en fait, au centre du Québec. Tu sais, comme quoi Oui. que c'est un emplacement qui est assez stratégique. T'es pas le premier qui me Écoute, qui t'es me à parle de 1h30 ça. du centre-ville de Montréal ou C'est du ça. centre-ville de Québec, Ok. t'es à 2 heures de Sherbrooke. T'es les trois grands centres. Fait que toi, de ça te population. bénéficie beaucoup tu sais, du Énormément, fait tu que sais, tu je veux peux... dire, moi, j'ai une famille, puis tu sais, je suis avec vous à Montréal aujourd'hui. Je suis monté ce matin, je retourne coucher à la maison. Là. Ouais, c'est Tu sais, ça. si j'étais à Montréal, puis il fallait que j'aille à Québec ou plus loin, ben c'est de la route, là, donc de l'énergie, puis... Puis ça te rapproche pour tous tes contrats à Dubaï aussi. ben oui, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est ça. À l'époque où on faisait de l'international, parce qu'avant la pandémie, oui, on a fait des super beaux projets internationaux. Là. Oui, Ah mais ouais. ça, j'aimerais ça que tu nous en parles d'ailleurs. Tu sais, il y en a un là, qui est flamboyant, là, selon moi. Là. Parle-nous un petit peu. C'était à Dubaï, c'est ça? Je peux pas en Le- parler, Ah, malheureusement. tu peux pas en parler? OK, on respecte ça. C'est correct. J'aimerais ça, là, mais c'est... Il y a des secrets professionnels qu'on peut pas... C'est pas tant divulguer. secret professionnel qu'on était comme le 4e sous-traitant en dessous. OK. Puis que la personne ok. qui a vendu le contrat là-bas en a vendu pour 14 millions puis qu'on a fait 400 000, tu sais. Mais c'est Ah nous ouais, qui avons ok, fait la ok. job, tu sais. Ouais. Fait qu'en arrière de ça, il y a toute une espèce de dynamique de... qui est important, c'est ça. Fait que dans le respect, ben, pour les clauses de confidentialité, je vais... Ouais, pas de trouble, pas de Ouais, trouble. c'est ça. Ben, tu sais, Mais dans les belles expériences, tu sais, je peux t'en nommer d'autres parce que le fait de scanner puis être dans les premiers puis à faire des applications, à un moment donné, on est venu qu'on a mixé la photogrammétrie avec le scan 3D puis les Ouais. logiciels n'étaient pas vraiment faits pour se parler encore une fois. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Mais tu sais, j'ai eu la chance d'aller scanner les 3 châteaux d'Harry Potter à Universal Studios, à Los Angeles, Ah ouais. en Floride puis au Japon. Tu sais, pour du vidéo mapping sur des trucs comme ça, c'est super intéressant. Tu sais, Mais parce comment que- tu as réussi à te mettre les pieds là-dedans quand peut-être il y avait des entreprises l'autre bord qui le faisaient? Ben, Est-ce que C'est en développant des partenariats avec des entreprises locales qui s'occupaient des projets, puis Ok. qui, eux, avaient le contrat. C'était beaucoup plus facile, puis c'est encore vrai aujourd'hui, de gérer avec des entreprises locales avec qui tu peux parler au téléphone sur le même timeline, parce que t'as pas à parler qu'un Indien ou un gars en Europe ou en Asie. Fait que tu peux lever le téléphone puis dire, regarde, j'ai un bug sur telle affaire, tu peux-tu me corriger ça? Puis là, t'as l'équipe en arrière qui répond tout de suite sur les mêmes heures de travail, tu sais. Fait que ça assure un certain niveau de productivité puis de qualité dans les livrables. Parce que, tu sais, un autre moment, on est arrivé avec un des châteaux de Disney qu'on nous a envoyé qui a été fait par un sous-traitant. Le vidéo mapping, c'est important que ton pixel soit à la bonne place. Mais là, l'alignement était pas bon dans les scans. Fait que quand tu modélises en 3D un alignement qui est pas bon, ben là, t'es-tu là ou t'es là? T'es-tu 3 pouces à côté? Tu le mets où ta tour de ton château si t'es mal aligné, tu sais? Fait que si tu gères le processus à l'interne, tu peux contrôler ta qualité de ton livrable versus quand tu travailles avec des partenaires, faut que tu aies confiance en tes partenaires. Ça fait que quand tu prends le téléphone puis t'appelles en Indonésie pour dire « Tu veux aller me scanner telle affaire? » Oui, mais tu sais pas ce que tu vas te ramasser avec. Ça fait que... Puis tu sais, là, tu sais, je pense que tu fais beaucoup des projets de scans patrimoniaux, de trucs comme ça. Mais vous faites aussi, tu sais, comme du scan d'objets, du Ouais. scan de... Oui, parce qu'en commençant à scanner toutes ces grosses affaires-là pour faire du vidéo mapping, mais ça a amené la dynamique de scanner des trucs ici locales, puis de tester les applications sur des petits objets. Fait que un des premiers, on en a fait quelques-uns des petits, mais le musée Pop à Trois-Rivières nous a abordé à un moment donné, dire regarde, moi j'ai une super grosse collection, puis les objets sont pas accessibles. Tu peux-tu nous en numériser en 3D pour qu'on puisse les mettre en ligne, puis de démocratiser un peu nos collections en les sortant de nos archives pour les mettre en ligne puis essayer de faire de quoi avec. Ça fait que notre premier grand projet, on devait faire 100 objets, mais tellement de travail, on a réussi à en faire une 60aine. Ok. Mais d'un autre côté, on a animé certains. Tu sais. Ça fait Ok. que pour ceux qui ont visité le musée Pop, là, il y a une espèce de méga structure qui s'appelle un marche-terre là, qui est dans le hall principal, puis il y a un grand escalier monumental qui est construit autour de ça. Mais quand on le regarde, ça a l'air d'un bâton de popsicle avec un gros morceau de bois circulaire. Mais ça, c'était mu par des chevaux ou des bœufs.
puis c'était la force motrice qui servait à alimenter une mouleuse pour le grain, pour créer de la farine. Fait que ça remplaçait un peu les moulins de façon mécanique, mais mu par des chevaux. Fait que là, en numérisant, en faisant la photogrammétrie de ça, on a pu rajouter du contexte, puis là, partir en réalité augmentée avec le Muséolab après, la possibilité de visualiser le truc dans le musée, où que là, t'as les chevaux qui tournent, puis t'as un background de grange, puis... OK. Ouais. Ça parce que je suis membre aussi du Muséolab, là, fait que c'est vous qui avez fait la réalité augmentée ou vous l'avez donné à quelqu'un? Le principe du Muséolab, là, pour l'expliquer rapidement, c'est qu'il y a une série d'entreprises qui sont des startups qui œuvrent dans différents créneaux technologiques puis qui mettent ensemble leur potentiel de créatif pour développer des nouveaux champs d'application. Ça fait que là, dans ce cas-ci, c'était avec Rum & Code qui avait développé l'application CultureGo. Ouais. Nous, puis Miralupa qui sont spécialisés en réalité augmentée. Ça fait que là, c'était soit une image ou soit la position puis un point de vue qui permettait d'enclencher l'application de Miralupa. Qui fait que pour moi, la collaboration, c'est toujours super important parce que tu peux pas avoir toutes les compétences à l'interne. Puis quand tu collabores avec des gens compétents, tu vas aller beaucoup plus loin dans ce que tu peux réaliser à long terme dans des relations de confiance puis de développement que si tu essaies de tout faire tout seul. C'est ça. Il y a des compétences qui sont complémentaires puis que justement, les compagnies peuvent se tirer vers le haut, là, je pense. Ouais. C'est pas tout le monde qui le voit, ça, malheureusement. Non, c'est pas tout le monde qui le voit, non, c'est ça. Mais parle-moi du... comment t'as appelé ça? De la photogrammétrie par vidéo, dans le fond? Ouais. Parce que tu as utilisé un terme que... C'est quoi tu disais, le terme que tu utilisais tout à l'heure? Là? Vidéo 3D? Non, quand tu parlais du château d'Harry Potter. Du vidéo mapping. Vidéo mapping, bon. Parce que c'est un terme que c'est pas tout le monde qui connaît. Ouais. Tu peux-tu en fait, c'est que des entreprises qui font de l'entertainment public, si on veut, là, ont besoin d'avoir des modèles 3D exacts des espaces. Prenons, par exemple, le spectacle à la Basilique Notre-Dame de Montréal, le spectacle de Aura. Ça, c'est un super exemple où on est dans un lieu patrimonial hyper détaillé. Là. C'est le bijou des églises du Québec, là, avec celle de Québec, là, bien entendu. Là. Mais c'est dans les églises les mieux cotées. Ça date du début du 19e siècle. C'est 19e, autour de 1800. Puis là, ils se servent de l'espace comme un écran. Mais pour se servir de l'espace comme un écran, plus que tu as un niveau de détail complexe, plus que tu dois avoir un niveau de précision pour être capable de découper la projection vidéo. Donc, le vidéo mapping, c'est de mapper un environnement par de la vidéo de nuit, de soir, dans un espace sombre, puis de se servir d'un immeuble ou d'un site comme écran de projection. Ouais, OK. Non, c'est ça. C'est pas ce que je disais. OK, ouais. Tu connais-tu... Map, c'est un gars qui s'appelle Tien, je pense, qui fait ça à Montréal. Tu peux mapper des environnements à partir de la vidéo, là. Il faisait ça en vélo. Ouais. OK. Ouais, il se promenait en vélo, puis il avait son projecteur, puis il faisait du mapping, du vidéo mapping comme ça. C'est des lieux qui sont très cool. OK. Faudrait que je retrouve ce gars-là. J'avais fait affaire avec lui une fois, puis ce qu'il faisait, c'était très créatif, c'était vraiment nice, là, tu sais. Mais Mutech là, cherche des projets comme innovateurs de mapping. Là. Ça fait qu'on pourrait se servir effectivement de partenaires comme ça pour documenter des trucs puis pousser de la vidéo après dans des espaces publics de façon intéressante. Là. Un beau projet, là, le Montréal en histoire. Ouais. C'est-tu les espèces de... projection là, sur les murs immeubles là, dans le Vieux-Montréal. C'est cool, ça. C'était ce qu'il avait fait à Québec aussi, dans le Vieux-Québec, là, sur les silos. Là. Ouais, okay. Ouais, c'était vraiment bien. C'était qui l'avait fait? Donc, Robert Lepage. Robert Lepage, exactement. C'est ça. Ah, c'est cool, ça. Ouais, tu sais, parce que là, OK, fait que dans le fond, iScan, là, vous faites du scan, vous faites du scan d'objets. En fait, c'est expertise laser 3D. Ouais, expertise laser. iScan, c'est la marque de commerce. OK, c'est ça. Mais
Ouais, vas-y. Fait que, dans le fond, l'expertise, on essaie de la pousser du niveau de l'objet jusqu'à des sites d'envergure. Ça fait que numériser l'abbaye d'Oka et son environnement immédiat, ben, c'est une combinaison de technologies, finalement, qui nous permettent d'arriver jusque-là. Puis c'est l'expertise multidisciplinaire, à la fois en input puis en output. Parce qu'on veut parler à un architecte, on veut parler à un ingénieur, mais on veut aussi parler à un gestionnaire immobilier ou à quelqu'un qui est dans le domaine de l'entertainment ou un muséologue ou un archéologue. Fait que l'idée en arrière d'Icecan, c'est d'offrir des services de numérisation qui vont être utiles à des professionnels en fonction de leurs besoins. Okay. Fait que les technologies sont les mêmes, mais le discours va être différent en fonction de ce que la personne devant nous a besoin d'avoir. Ouais, ça, c'est un peu là que je voulais aller, parce que à l'interne, vous avez des gens qui travaillent sur des plateformes de jeux vidéo, vous avez des gens qui travaillent sur des plateformes de géomatique. Dans le fond, vous avez vraiment c'est là que je voulais aller. Dans le fond, vous faites pas juste du scan. Là. Vous faites vraiment un peu ce que tu disais tout à l'heure, acquisition jusqu'à diffusion. Là. Parce que encore là, ça vient de la passion. Parce que là, une fois que tu as numérisé et tu as créé un environnement 3D, si tu le mets dans une perspective, le créneau d'Icecan, c'est documenter le passé au présent pour le futur. Fait que documenter le passé, c'est... On a hérité de nos ancêtres, des environnements dans lesquels on vit au quotidien, qui sont là aujourd'hui, puis on veut les amener ailleurs. Mais dans le discours de l'amener ailleurs, ça peut être de le transformer, de le démolir, de le restaurer, de le réaménager, mais ça peut aussi être de le simuler. Donc, de simuler son évolution, comme au monastère des Augustines de Québec, de l'Hôpital général de Québec, ben là, on a repris les données géomatiques de la ville de Québec en 3D. On a repris les cartes anciennes, donc là, l'histoire. On a repris les interprétations archéologiques. On a pris les maquettes BIM des architectes. Puis on a tout brassé ça ensemble. Puis on a mis ça dans des outils de jeux vidéo Unreal pour faire des simulations dans une trame narrative qui est montée avec toutes sortes de sources historiques, puis qui nous donne un documentaire, finalement, de 10 minutes sur l'évolution de 400 ans d'un lieu. Ah, c'est cool, ça. Mais à la base, c'est quoi? C'est juste de prendre le multidisciplinaire de notre histoire puis de les conjuguer ensemble pour les mettre dans un... Ici, le client, c'est le public cible, c'est les gens qui veulent apprendre sur l'histoire du lieu, c'est l'interprétation du lieu. Fait que c'est les visiteurs, puis en temps de COVID, encore plus, tu vas être à distance. Fait que ça a permis de commémorer le 400e anniversaire du monastère, mais sans que les gens puissent y aller, mais en le mettant dans une perspective, puis en se servant d'outils technologiques pour le faire valoir. Ah, mais ça, c'est très cool. Puis ça m'amène à une autre question, parce que vous avez dernièrement été... dernièrement, ça va être un petit peu, mais vous avez quand même été pas mal... comment dire... dans les médias par rapport à la modélisation là, de la maquette 3D de Québec. Dans Relief de Québec. Je pense qu'il y a un épisode de découverte qui a été fait sur ça, exactement. Ouais. On te voit, là, c'est comme si tu dominais la maquette. Genre. C'est tu contrôles Québec. Dans la maquette. Ouais, c'est vraiment cool. Puis là, je fais une petite passe à un moment donné. J'arrive un gros. Là, mais... c'est un beau projet, ça. Très beau projet. Techniquement, ça a été difficile? C'est encore une fois la réalisation d'un vieux rêve, parce que j'ai fait mes études en archéologie à Québec. Ça fait qu'en 96-97, je débarque là, puis je vois la maquette pour la première fois, puis je me dis, hey, ça serait vraiment intéressant de pouvoir faire un 3D de cette affaire-là. Ça fait qu'en 2002, 3, 4, là, on m'offre la possibilité de tester des affaires. Ça marche pas, c'est pas beau, c'est pas assez précis. 2012, 13, 14, on m'offre une autre opportunité d'essayer quelque chose. Ça marche encore pas, c'est pas beau, Mais là, en développant toutes les applications de numérisation 3D puis de photogrammétrie les unes aux autres, là, on arrive à un niveau technologique qui est pertinent. Fait que là, j'ai abordé par Canada, puis je leur ai dit, regardez, là, voici ce qu'on fait ailleurs. Là. Regardez ce que vous avez là qui est pris dans une cage de verre que les gens connaissent pas, qu'ils peuvent pas voir. Ben, je veux vous faire un clone numérique de tout ça, puis vous l'amener en ligne. Fait que là, ils ont ouvert un appel d'offres sur invitation, puis ils nous ont invités à soumissionner. Puis c'est là qu'on a pu avoir la chance. À partir de ta suggestion? Ouais. OK, cool. Ouais. Parce qu'après ça, ils ont dit, OK, là, on va aller faire un appel d'offres ouvert. J'ai dit, ouais, mais regarde, moi, je me garde un droit de propriété intellectuelle sur l'idée que je vous ai envoyée. Tu sais, à un moment donné, des idées, ça vaut quelque chose aussi, puis il faut protéger ces idées, tu sais. Ça fait que moi, ça fait 25 ans que je rêve de faire ça, depuis 96-97, que je veux numériser cette maquette-là. Ben là,
je l'ai proposé, puis là, c'est un super bel alliage de patrimoine et technologie, tu sais. Puis c'est là que j'ai dit, garde, découverte, on a quelque chose de vraiment intéressant, ça vous tente dessus? Puis là, ça a pris une demi-heure, puis les gars, ils embarquaient, là, tu sais. Ils ont dit, là, on est vraiment dans quelque chose, là, il y a vraiment un contexte vraiment cool, puis il y a vraiment un rendu vraiment intéressant. Puis ça ouvre d'autres possibilités, tu sais. Là, on est sur un autre dossier qu'on a proposé, justement, à un autre reportage dont je parlerai pas aujourd'hui, mais il y a un autre potentiel qui est encore une fois une espèce de mariage de technologie, de pratique, puis d'interprétation qui peut nous amener complètement ailleurs dans ce qui se fait, puis qui est une innovation qui conjugue des archéologues, nous comme technologues, la Sûreté du Québec comme professionnels, puis une communauté autochtone pour intégrer finalement des points de vue, puis des besoins, puis des façons de faire de 4 ressources différentes qui viennent se conjuguer pour amener quelque chose de différent au public, tu sais. Ah ouais, c'est très cool, ça. Ouais, très nice. Puis cette maquette-là, dans le fond, vous l'avez scannée, mais vous n'avez pas juste scanné, là, vous avez fait... vous en avez fait quasiment... un modèle de jeu vidéo, pratiquement? Ouais, mais c'est vraiment ça, parce que ultimement, on l'a pris, on l'a amené dans Unreal, puis on l'a mis à l'échelle x300 pour le superposer sur les données géomatiques de la ville, puis on est capable de faire des constats de précision sur la construction de la maquette, qui a pris 3 ans à l'époque par des ingénieurs, puis des arpenteurs, puis on perçoit super bien les modules d'assemblage. Parce que tu vas avoir des groupes un espace qui va être super bien à l'échelle, mais l'assemblage global laisse un peu à désirer. Ça fait que si tu alignes super bien sur le cœur de la ville, ce qui est l'hôtel de ville aujourd'hui, ben, les fortifications, ils ne font plus. T'sais. Si tu l'alignes sur la citadelle, elle marche bien, mais là, le reste de la ville, il marche plus. Si tu la prends la base ville, c'est que tu perçois vraiment un peu les blocs qu'ils ont utilisés pour assembler tout ça. Ça fait que là, ça devient des connaissances sur la façon dont ils ont abordé la conception de cette maquette-là en 1806-1808. Ça fait déjà plus que 200 ans. Puis qui sont pas documentés parce qu'on ne sait pas nécessairement comment ils ont travaillé en atelier pour faire le truc. On sait que c'est composé de, je me souviens plus, 40, 50, 60 sous-pièces. Mais là, on les voit ressortir quand on commence à analyser un petit peu le 3D. Mais c'est quoi? Tu as utilisé plusieurs technologies pour pouvoir la numériser? Ou ben, c'était des technologies de scan 3D actuelles, plus des techniques de photogrammétrie. Là. Ça fait qu'il y a 4500 photos qui ont été prises d'un truc qui mesure, je sais pas, 5-6 mètres par 4-5 mètres. Là, découverte Radio-Canada. J'imagine que vous avez quand même des considérations d'éclairage quand vous faites... Il y avait des spots là, partout. Ouais, c'est ça. Il fallait que ça soit éclairé de tout bord, de tout côté. Là. Ça fait que, Puis mettons des artefacts. Tu sais, comme on parlait tout à l'heure au niveau des musées, là, est-ce que tu as des contraintes, genre ton laser, il peut peut-être détériorer? On n'utilise plus de laser. Non. Mais les contraintes vont être en fonction des matériaux. Tu peux pas scanner du verre comme tu vas scanner un objet en brique, comme tu vas scanner un objet en métal. Les matériaux ont une réflectivité qui va être différente. Fait que il y a des techniques. Là, on peut mettre des poudres là, par moment pour comme opacifier un objet. Ou on peut congeler un objet puis le dégeler, ou on peut carrément pas le numériser. Il y a des affaires qui se numérisent juste pas. Des plumes, des cheveux, c'est tellement fin que ça marche pas. Là, ça fait qu'il faut combiner de la modélisation 3D des fois avec du relevé. Ça fait que tu vas avoir le relevé, ça va te donner un maillage tout croche. Ben là, tu vas le modéliser après, puis tu vas utiliser des plumes. Il y a des techniques pour faire des plumes, par exemple. Ben là, tu vas remplacer la plume, puis ça, tu vas baker ta texture de ta vraie plume sur ta plume modélisée. Fait que la technique de modélisation vient compenser des problématiques de numérisation. Essaye de modéliser, toi, ou scanner un miroir. Photogrammétrie ou lidar. C'est relativement simple. Je suis plate, mais c'est simple. Tu opacifies ton miroir. Tu mets de la grosse poudre là, c'est vraiment ça. Dans une solution liquide. Là, mais il y a des collections que tu peux le faire, mais il y a des collections que tu peux pas le faire. C'est ça, je me disais. Je veux dire, puis en plus de ça, souvent dans des musées, ils disent de pas prendre une... Ben ça, c'est-tu vrai ou c'est juste un mythe? Ils disent de pas prendre des photos parce que ça peut détériorer. Pourtant, c'est vrai. Pourtant, une caméra, c'est un capteur passif. Pas le flash.
Pas le flash, c'est ça, c'est le flash. Tu sais. La Joconde, là, combien de fois elle est photographiée dans sa vie? Hein? Tu vas avoir 4500 photos, 4500 tac, chaque jour. Fait que là, la peinture, le pigment, à un moment donné, il se fatigue par lui-même. Ça fait que les œuvres comme ça, ils vont mettre des vitres qui vont absorber le flash, qui vont comme protéger finalement l'œuvre. Ou dans d'autres cas, ça va être des vestiges archéologiques. T'sais, on travaille sur la collection Cartier-Roberval. Jacques Cartier, 1534-1535, qui vient au Québec, il s'installe à Cap-Rouge, il fonde une colonie, ou il essaye de fonder une colonie, ça marche pas, il retourne chez eux, mais il laisse plein de vestiges ici. Mais là, on peut pas prendre des poudres sur ou travailler ces objets-là parce qu'ils sont uniques. Puis, c'est pas comme un site du 18e ou du 19e siècle où ce que là, le même artefact, tu peux le retrouver dans 8 contextes différents, puis c'est pas la fin du monde. Là, ici, t'as une période donnée de 2 ans où ils sont là, puis qui amènent des artefacts européens qu'on va retrouver nulle part ailleurs sur le territoire. Tu peux pas te mettre à mettre des poudres chimiques là-dessus, parce que là, l'enjeu de conservation peut être plus important, tu sais. Fait que c'est cette sensibilité-là au patrimoine qui doit être adaptée à chacun des sites et à chacun des environnements sur lesquels on travaille. Puis c'est là que ça fait la différence, peut-être, sur un gars qui va avoir un background comme moi, que quelqu'un d'autre qui va arriver et va dire « Ah, moi, je vais numériser des collections d'objets à l'infini, tu sais. Oui, tu peux le faire, c'est correct, tu sais, puis il n'y a rien qui t'en empêche, sauf que la formation en arrière, il y a une réflexion à avoir, tu sais. Ouais, puis ça, je pense que c'est important de le mentionner parce que. Puis on avait mentionné, je pense, dans une autre émission qui s'en vient, là, c'est qu'en géomatique, la géomatique, souvent, c'est des outils, mais il faut que tu ailles aussi, tu sais, quelque chose derrière, tu sais, quelque chose à étudier, une façon de faire aussi. Tu peux pas juste utiliser la géomatique puis, ou des outils de géomatique. Puis juste faire de la technique avec. Ben oui, tu peux, mais c'est de la technique, en fait. Ben en fait, c'est ça. C'était le fameux épisode où est-ce que je disais que les gens devaient se former en T. Donc, avoir une vision périphérique de ton champ d'expertise qui est la géomatique, de savoir ce qui se fait ailleurs. Pis tout. Ouais. Mais tu sais, comme d'avoir un champ d'expertise puis de dire, ben moi, je suis dans ce champ d'expertise. Tu sais, comme vous autres, ben oui, vous faites du scan. Vous pouvez faire du scan minier, vous pouvez faire du scan... mais tu sais, je pense que votre champ d'expertise, c'est le patrimoine puis l'architecture, tu sais, c'est ça. C'est ce qui vous démarque, tu sais. Fait que... mais... Puis, d'ailleurs, je me demandais... Tantôt, tu as parlé que vous utilisiez des géoradars. C'est-tu quelque chose... Tu sais, en dehors des lasers puis de la photogrammétrie, avez-vous d'autres types de capteurs que vous utilisez pour... Pas vraiment. Non? Non, tu sais, les drones, je les laisse aux droneurs, là, ceux qui sont capables, qui font ça. non, mais c'est qu'à un moment donné, tu sais, comme tu dis, il faut se spécialiser dans des expertises. Ça fait que les drones, oui, on va les utiliser dans le domaine minier, mais c'est des partenaires en Abitibi qui vont les utiliser, qui vont les mettre de l'avant. Puis c'est nos partenaires à Québec qui les mettent en valeur dans leur application de traitement de données en ligne. Nous, on est là pour être la force technique en arrière de réflexion du nuage de points qui rentre. Si on a à le transformer, là, on va être capable d'offrir ce service-là qui vient bonifier, dans le fond, l'acquisition puis la diffusion. Fait qu'encore une fois, acquisition, traitement, diffusion de données, mais là, on est fort dans le traitement. Fait que l'acquisition va être à d'autres. Le géoradar, c'est encore un autre enjeu parce que là, ça demande encore une fois des technologies différentes. Puis des formations, puis du personnel, puis des ressources humaines, puis une série de contrats. Ça fait que je reçois peut-être 7, 8, 10 demandes par année, puis je vais les référer toujours aux 4 mêmes groupes qui, eux, ont les technologies, puis sont spécialisés là-dedans. C'est pas évident, ça. Hein? Le géoradar, ton type de sol peut affecter beaucoup. Si ton sol est humide, comme à Montréal, le géoradar, on m'a toujours dit, moi, que ça fonctionnait à peu près pas. Là. Ben non, c'est à cause de... À cause de la glaise, à cause... des sols rocheux, tu sais, je veux dire... Parce que le radar, il détecte beaucoup l'humidité puis l'eau, tu sais. Mais là où c'est le plus utile, c'est dans des dalles de béton. Ouais, parce que là, tu veux retrouver tes armatures, tu veux retrouver tes conduits électriques ou tes conduits, tes tuyauteries. Puis là, ça va super bien fonctionner parce que tu as un sol compact, uniforme, dans lequel se trouvent des anomalies métalliques. Donc, il va avoir un retour de signal super fort. Fait que là, tu as l'air de passer la tondeuse sur le béton. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais est-ce que dans le domaine comme de l'archéologie, la géomatique est beaucoup utilisée, tu dirais?
La géomatique vraiment dans c'est plus dans une dynamique de ces, cartographie, je pense. de La géomatique cartographie, en archéologie va être utilisée à des hauts niveaux de gestion. Ça fait que la Ville de Montréal va avoir un système de gestion. La Ville de Québec puis le ministère de la Culture va avoir des systèmes de gestion géomatique qui vont être intégrés à leur système de gestion géomatique général là, de ville municipale ou gouvernementale, puis qui va venir ajouter des couches d'informations pour des fins de gestion. Ça fait qu'on sait que s'il y a une intervention à faire dans un quadrilatère donné, ben, il y a eu des fouilles en 72, en 85, puis en 2003, puis qu'il y a tous ces vestiges-là qui ont été retrouvés, puis que tu peux faire appel à tel rapport. Donc là, à des fins de gestion, ça va vraiment être utile pour définir des interventions, puis conserver une forme de données universelle, tu sais, à grande échelle. Est-ce qu'il y a une banque de données ouverte sur des vestiges archéologiques? Je sais qu'il y a des endroits où est-ce que, par exemple, que tu dois quand même, comme par exemple au parc Jean-Drapeau, mettons l'ancienne section, il y a une certaine réglementation, puis ça, je pense que c'est le patrimoine Québec, là, qui a un autre nom. Là. C'est pas ouvert pour éviter le pillage. C'est ça la principale raison, c'est que si la position des vestiges est connue du grand public, puis dans certains cas c'est connu, les épaves par exemple, tu peux les retrouver sur des maps, il y a des trucs qui sont bien encadrés, ou ils vont être annoncés par des panneaux d'interprétation, des choses comme ça, mais il y a des gens qui se spécialisent à faire des fouilles interdites dans des lieux, tu sais, aller piller des sépultures, aller piller des sites anciens du régime français pour retrouver des trésors, tu sais. Fait que dans le fond, c'est pour éviter une invasion de Nicolas Cage. Ouais, c'est ça. De Tomb Raiders, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. On essaye d'éviter d'avoir Nicolas Cage au Québec, là. Fait que... Mais c'est drôle, qui viennent faire ses tournages. Ouais, c'est ça. On n'a rien à dire contre. Mais... c'est drôle parce qu'un moment donné, je passais, puis je parle de ça, tu sais, je pense fin années 90, je passais sur le bord du canal de la Chine. Moi, j'habitais à Verdun, puis le canal de la Chine, écoute, c'était mal famé, là. Je veux dire, il pouvait te tomber une brique sur la tête d'un bâtiment, un bâtiment désaffecté. Des friches industrielles abandonnées. Le soir, là, c'était pas recommandé de se promener là sans faire ça. Le Vieux-Montréal non plus. Non, c'est ça, exactement. Donc, je me promenais là. Puis, tu sais, j'ai passé en dessous du pont des... j'ai un petit blanc de mémoire, là, mais le pont qui tourne, là, tu sais, qui est pas loin entre Pointe-Saint-Charles puis Petite-Bourgogne. Puis j'ai trouvé une vieille bouteille, puis je l'ai gardée. Faudrait que je t'en montre. C'est correct. Mais tu sais, je me suis senti un peu comme un pilleur, en quelque sorte. Non, mais il y a une différence entre des cochonneries qui sont en surface puis des cochonneries qui sont enfouies. Parce que quand ils sont enfouis, ils sont enfouis dans un contexte. Fait que le contexte, quand tu fouilles selon des stratégies archéologiques puis des bonnes méthodes, tu vas les remettre dans un contexte historique, puis tu vas être capable de faire un lien entre les vieilles affaires que tu trouves là puis l'occupation ancienne, puis décrire l'histoire du petit monde qui ont habité là, tu sais. Parce que c'est directement relié. Quand c'est en surface, c'est totalement hors contexte. Okay. Ta bouteille, là, a peut-être été bu 8 km plus loin, mais elle a été transportée par l'eau qui l'a drivée jusque-là, puis quand t'es arrivé, ben, elle était rendue là, mais elle n'est pas dans son contexte, tu sais. Fait qu'elle n'a pas la même valeur patrimoniale ou archéologique que si elle est dans un site. Fait que les pilleurs, tu veux éviter qu'ils aillent sur place parce que là, ils enlèvent une partie de l'histoire. Quand tu fouilles un site archéologique, tu as une chance de le faire. Tu n'as pas deux chances. C'est de la science unique. Ouais. Alors que la science, normalement, c'est du repeat business. Tu as la COVID, ben là, tu vas faire des échantillons de COVID, puis tu vas reproduire ta COVID pendant des millions de fois, puis tu vas toujours reproduire le même processus, ce qui est totalement impossible au niveau de l'archéologie. Ouais, c'est clair. C'est là que la géomatique devient intéressante dans la documentation, la conservation de ces vestiges-là, puis la connaissance, parce que tu peux en faire des synthèses à long terme. Puis tu peux créer un jumeau numérique sur lequel tu peux faire des manipulations... Ouais. Mais qui altère pas le vrai... Il y a une super belle base de données 3D qui a été développée par l'Université de Sherbrooke puis l'UQAM qui présente l'évolution de Montréal en 3D basée sur les cartes anciennes et les vestiges archéologiques. Ah ouais? Ouais. Okay. Tu es capable de dire, en 1814... Montréal ressemblait à quoi? Boum! Parce que chaque bâtiment est coté, il a été construit dans les archives en telle année, puis il a été démoli en telle année, puis en telle année, il est remplacé par un autre. Fait que là, t'es capable de dire, t'es capable d'avoir une espèce de vision parce que tu peux afficher la couche 1814 Montréal. Boum. Ça, c'est public? Non.
Parce qu'il me semble que... C'est de la recherche. Il me semble que ça ferait un beau projet de cartographie web. Il y a quand même des leaks de temps en temps. Je suis sur plusieurs sites, moi, justement, des sites, des pages Facebook, puis il y a des leaks comme ça qui sortent. OK, Montréal en telle année. Puis quand je tombe là-dessus, je capote. Mais, tu sais, je veux dire... C'est vraiment intéressant. Moi, ce qui me fascine, c'est à quel point on n'utilise pas suffisamment toute notre archive de photographie aérienne au Québec. Là. Les premiers, tu sais, c'est début 1900, là, les premiers programmes de survol de... Trois-Rivières, j'ai fait retrouver à la ville les photos aériennes de 1924. Qu'est-ce que tu veux dire que tu as fait retrouver à la ville? Une archéologue, dans un des rapports, dans un secteur qu'on utilise, qu'on étudie pour des reconstitutions 3D, a publié une photo aérienne de 1924 qui venait des archives de la ville. Là, j'ai écrit à la ville, j'ai dit, je veux avoir la photo originale, tu sais, pouvez-vous la retrouver? Ça n'existe pas, monsieur. Mais comment ça n'existe pas? Regarde, dans tel rapport, telle page, ça vient de là. Puis la dame a dit, c'est un cahier qui ressemble à ça, qui était sur une tablette oubliée par tout le monde, parce que son père travaillait au génie civil à la ville. Puis là, non, monsieur, ça n'existe pas. Ben, pourriez-vous chercher, parce que, je veux dire, c'est là dans le rapport, puis c'était chez vous, là. Ça fait que soit vous l'avez mis à la poubelle, ce qui serait totalement aberrant, ou soit vous l'avez, tu sais. Ça fait que 3 jours plus tard, on l'a retrouvé, monsieur Lapointe. Le truc, tu sais. Okay, cool. Puis là, ils l'ont numérisé, puis là, ils m'ont envoyé toutes les archives numériques de la chose, mais les orthophotos de 1924 de Trois-Rivières sont hallucinantes, là. Ah ouais, hein? Ça doit. C'était une perle technique, là, tu sais, puisqu'à l'époque, c'était des espèces de gros restituteurs analogiques. Comment est-ce qu'ils appelaient ça? Des Sketchmaster? Des Sketchmaster, c'est pas le clic-clic, ça, de même? Non, le Sketchmaster, c'est un espèce de truc... ça se voulait un... Ben, OK, supposons, le stéréoscope à miroir, là, pour faire de la stéréoscopie. Le Sketchmaster, là, lui, l'objectif de ça, là, c'est que si tu orientes bien tes photos avec vraiment, tu sais, comme le bon angle puis tout, tu es capable d'obtenir vraiment le 3D à l'échelle. Tu sais, tandis que le stéréoscope va te donner une exagération verticale que tu es plus ou moins capable de contrôler en fonction. Le Sketchmaster, lui, te donne vraiment là, le modèle 3D à l'échelle. Ah ouais. Fait que, c'était des gros modules, là. Quand je travaillais en géomatique à la Ville de Montréal, anecdote, là, mais on avait retrouvé des vieilles photos aériennes comme ça là, d'avant la construction de Radio-Canada puis tout ce secteur-là. Là, puis on avait réussi à les numériser puis à les rentrer dans un système puis à faire un alignement. Puis en stéréoscopie, on voyait Montréal en 1930-40, je sais plus quelle année, en 3D, avant la construction des tours dans ce secteur-là. Pont, genre, aussi? Ouais, ben le pont 15, le pont est arrivé dans ces années-là, même, c'est ça. C'était pour célébrer Cartier. Là. Le fameux Faubourg Amélas. Ouais, mais c'est ça, c'est tout Faubourg Québec là, qui démolissent là, complètement là, à une certaine période. Là, pour... Tu vois-tu l'ancien stade des expos? Écoute, frère, tu sais, je sais pas, là, c'était une anecdote. On avait pris une stéréopaire, puis on avait réussi à la coupler, puis ça fonctionnait. Ça fait qu'on pourrait faire de la stéréo-restitution de Montréal à l'époque à partir de ces photos-là. Moi, j'étais capable de le faire avec mes yeux. J'étais d'un seul qui était capable. Ouais, moi aussi, j'étais encore capable. Je vais sur eBay des fois, là, puis là, je trouve le truc, je le mets sur mon téléphone, puis là, je me... T'as mal aux muscles optiques après. Ben, c'est qu'une fois que t'as pogné le tour, de défocuser tes yeux, ça fonctionne. Tu sais, c'est bizarre. Comme quand t'embrasses ta blonde, là, puis qu'elle est rendue avec juste un œil. Mais c'était capable de... Moi, j'étais capable si je me mettais une feuille entre les deux. Ah ouais? Okay. Là, j'étais capable d'avoir le 3D, mais juste de même, j'étais pas capable. Il y a quand même des bonnes banques, tu sais, comme à l'UQAM, puis ils ont quand même des bonnes banques de photographie aérienne, là. Mais c'est juste dommage que tout ça, ça n'a pas été mis au même endroit. Ou peut-être que ça l'est, c'est juste que c'est pas... T'as des grosses banques d'archives à Ottawa, principalement, parce que les vieilles compagnies aériennes ont été déposées pas mal à Ottawa ou à la Bibliothèque nationale du Québec. T'as la Photothèque nationale de l'air. Puis là, t'as la Géomathèque, mais la Géomathèque change de nom, là. Il me semble que j'ai vu ça passer dernièrement. Ils sont tous en rebranding, là. Ah ouais. Ouais, mais... c'est...
Honnêtement, c'est des trésors inutilisés, toutes ces choses-là. Vous devriez inviter Pierre Lahoud, là, photographe aérien. Là. Ah ouais, ok. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ben écoute, on est toujours à la recherche là, de gens pour le podcast. On a une bonne liste, mais la liste, je veux dire... je pense qu'on va être capable de faire une centaine d'épisodes sans jamais stagner. On est ici pour 30 ans. C'est reparti en grande. I drink to ouais, cheers. Hey, mais... passant du passé à l'avenir, là, moi, je me demandais, ça ressemble à quoi, selon toi, les tendances là, 2022 et à venir? Tu sais, comme, supposons, as-tu l'impression que... Allez-vous rentrer dans le train du NFT? Allez-vous modèle 3D dynamique? C'est vers quoi vous vous enlignez? Toutes ces réponses, à mon avis, il y a tellement de développement technologique, puis il y a de moins en moins de ressources humaines pour le faire. Ça fait que l'automatisation des processus, la diffusion des processus, la modélisation 3D automatisée, la captation automatisée, on le voit, là, le petit chien Spot là, qui se promène avec un scanner 3D puis qui fait sa route, puis qui... On n'a plus besoin d'être là, tu programmes le petit chien, puis le petit chien il part, puis il va aller scanner, puis il va te ramener toute la donnée que tu as besoin, tu sais. Ça fait que c'est toutes les technologies qui sont en développement aujourd'hui, ils ont tout un potentiel. Les lidars aériens, la photogrammétrie 3D, le NFT, comme tu dis, ça démarre. Il y a encore des coûts associés à ça, par exemple, qui sont vraiment importants. Ça fait qu'il y a comme des stratégies à mettre en place. Tu pars pas... tu pars pas n'importe quelle technologie comme tu veux de n'importe quelle façon, tu sais. Ça fait que... Puis c'est ça, c'est un de nos créneaux chez iScan, c'est toujours d'être en veille technologique puis essayer de voir comment on peut optimiser puis comment on peut se servir de ce qui est nouveau puis de le pousser. Puis l'enjeu de ça, c'est le coût, tu sais. Parce que si tu pousses en photogrammétrie, tu pousses en drone, tu pousses en traitement 3D, tu pousses dans les jeux vidéo, tu pousses dans les NFT, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Tu peux pas tous les pousser en même temps, là. Ça fait que, c'est toujours des outils qui coûtent cher, en plus. Puis c'est des opportunités aussi, à un moment donné. À un moment donné, il y en a, ce matin, il y a un de mes partenaires en relevé industriel qui me dit « Ouais, j'ai besoin de faire des scans au 15 millième, t'as-tu l'équipement pour ça? » Je dis « Ben... on pourrait le pousser, mais c'est 100 000, 125 000 $ d'équipement. T'es-tu prêt à mettre de l'argent là-dedans? Puis t'as-tu les ressources humaines pour le mettre là-dedans? C'est ça aussi. Vois-tu, je sais pas, avez-vous de l'intérêt vers de la détection d'objets automatisés? Le gros projet qui roule chez nous actuellement, c'est on l'appelle le Dome à clone. OK. Ça fait que le Dome à clone, c'est le principe, c'est d'avoir une espèce de dôme de photogrammétrie qui est tout seté, puis on va prendre un objet, on va le mettre dans le milieu, puis la seconde que ça prend à prendre les photos, tout est calibré, tout est seté pour aller dans le système qui va être traité, qui va sortir le 3D. Fait que là, plutôt que d'avoir à faire la photo manuelle d'un objet puis de traiter un objet à la fois, ça va être la vitesse qu'on va être capable de mettre l'objet dans le milieu du truc pour faire la saisie de données. Puis ça a un super gros potentiel pour les musées. Le marché, on se le cachera pas, c'est les musées puis les collections des musées. 40 000 objets d'une réserve, si t'en as 4000 qui sont présentés dans un musée, t'as un gros musée, là. Fait qu'ils sont pas vus, les objets, les gens, ils les connaissent pas, ils ont pas accès à ça, tu rentres pas d'une réserve muséale comme tu veux, là. Mais tu pourrais-tu faire du dynamique avec ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, comme supposons, je sais pas moi, genre... le fameux là, Mélenchon là, qui était en hologramme à 2 endroits en même temps parce qu'il était dans une salle qui le scannait en 3D en live. Ben effectivement, tu sais, si ta vidéo, si tu le fais en vidéo au lieu de le faire en photo, effectivement, tu sais, puis je pense que à la base, l'idée vient du cinéma. Parce qu'en cinéma, ils vont capter des têtes d'acteurs ou des corps d'acteurs, ou même le Cirque du Soleil va faire les corps des acteurs pour les avoir en 3D pour préparer les costumes qui vont fitter sur le corps de l'artiste, mais comme il faut. Ben, c'est un peu ça, tu sais, c'est que là, si quelqu'un bouge puis se met à faire le poulpe, ben ça va être reproduit, tu sais. Tu t'en vas-tu vers là? Scanner des humains puis faire des hologrammes avec? Pas encore. C'est des opportunités à me proposer. Gilles Vigneault, genre. Non, mais je pense qu'il y a peut-être une firme là, pas loin là, qui serait intéressée. Là, non, mais l'autre jour, on était en meeting. Bra quelque chose. Là. L'autre jour, on était en meeting. Qui tu parles, non, mais c'est là qu'il s'en va, en fait. Ça a l'air drôle, en tout cas.
C'est sur Vice, ils servent de ces technologies-là pour la porn, virtual porn. Ah, OK. Ah oui, j'ai vu de quoi passer là-dessus. Il y a un article, là, puis je me souviens pas du nom de l'artiste là, ou de la fille, là, mais elle est posée dans toutes les positions, puis en mouvement, puis ils s'en servent pour faire des jeux vidéo de porn, tu sais. C'est drôle parce que dernièrement, j'ai une amie... Il y a de l'avenir là-dedans, je pense. Ça m'intéresse. Non, mais j'ai une amie qui a étudié en multimédia, tu sais, puis elle me disait... Quand j'étudiais en multimédia, il nous disait genre... C'est là que ça se passe? C'est là qu'il drive le show. Tu sais, Ouais. il tire les technologies, il tire... C'est vraiment... hallucinant, mais au Québec, Ouais. c'est ça. Tu sais, la majorité des gens ne savent pas, mais le multimédia puis le web, il y a de la grosse argent là-dedans. Là, tu sais, puis les gros sites, là... il semble que ça vient de chez nous, tu sais. Ouais, exact, c'est ça. Ouais, non, Je pense qu'il disait sixième plus gros... le sixième trafic le plus élevé, c'est genre ça, là. Ouais. Fait que... Il y en a de l'argent, là. Il y a du monde qui sont prêts à mettre de l'argent là-dedans. C'est ça, fait qu'ils ont de l'argent pour investir dans le 3D. Ce qui est cool parce qu'ils développent les technologies pour nous autres. Il va juste falloir qu'ils développent tout ce qui est le sensoriel, par exemple, parce que là, à un moment donné, les gens ils vont vouloir aller plus loin. Mais tu sais, le hub qui drive la chose aussi, c'est le cinéma, puis les effets spéciaux, puis les jeux vidéo, tu sais. Puis au Québec, on a la chance aussi qu'au niveau technologique, on ait des gros pôles technologiques dans ce domaine-là qui viennent aussi driver la technologie, là, tu sais. C'est pas pour rien que Games of Thrones, puis que Star Wars, puis que Harry Potter, puis name it, là, ils sont tous... Il y a beaucoup de bureaux de Montréal qui vont travailler là-dessus, tu sais. Clair. Ça fait que je pense que la géomatique pourrait aller aussi dans cette dynamique-là de l'entertainment. Ouais. Il y a sa place là, puis je trouve que ça commence, mais je trouve qu'on n'a pas encore, tu sais, la géomatique n'a pas encore pris bien sa place là-dedans. Ben, moi, puis je rapperai peut-être après ça, mais j'ai vraiment un sujet que j'aimerais qu'on aborde, mais comment tu vois... Tu sais, là, c'est le buzzword actuellement, là. Je sais pas exactement ce que ça implique, mais bon, c'est quand même sur toutes les lèvres. Mais comment tu vois l'implication de ce que vous faites, le scan 3D, la numérisation du réel dans la volonté de créer un métavers, genre. Tu sais, comme tout ça, là. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez réfléchi ou... C'est encore assez nouveau, hein, pour tout le monde, c'est ça. je trouve, là. J'arrête pas de me faire harceler sur Facebook, là, avec ces affaires-là. On sait pas trop ce que ça l'implique, là, mais... Facebook qui a perdu 25% de sa cote hier c'est ça, en action, là. Ah, ça va pas bien, je pense, ces temps-ci à la bourse. Hein, parce que... Ils ont perdu 200 milliards de dollars en 24 heures. C'est fou, le méta, là. Fait que, je pense encore une fois que ça passe par le domaine des jeux vidéo, puis j'ai de la difficulté à comprendre puis à saisir cette dynamique-là de clone numérique puis de créer une valeur sur le numérique, parce que la journée où il n'y a plus d'électricité, ça vaut plus rien. Ah, c'est ça. Fait que il y a comme je trouve qu'il y a un potentiel puis qu'il y a un scam en même temps dans ça, tu sais. Le potentiel réel de se servir de ces clones numériques-là pour valoriser notre existence puis de faire quelque chose d'entertaining, mais d'un autre côté, ça vient emprisonner le monde, puis il y a de la grosse argent qui est mis là-dedans, puis j'ai de la misère à comprendre pourquoi puis pour en faire quoi exactement, tu sais. Fait que je suis comme ambigu sur le sujet, tu sais. Ouais. Mais là où ça m'interpelle beaucoup, c'est que depuis 10 ans, 15 ans que je fais du scan 3D, j'ai généré 300 terabytes d'archives sur des projets, puis des lieux, puis des sites historiques et patrimoniaux du Québec, puis internationaux. Puis la pérennité de ces données-là m'interpelle beaucoup parce qu'on les gère, on les stocke, on les met à jour, on essaie de les entretenir autant comme autant, puis on les réutilise quand même assez souvent. Mais cette archive-là qu'on possède chez nous pourrait avoir un impact très grand pour des générations futures. Tu sais, se rappeler de l'hippodrome de Québec qui est démoli puis qu'on a scanné en 3D. Bon, on a des données de l'hippodrome de Québec en 3D. Il y a un bâtiment qui n'existe plus, mais... Avez-vous un système qui permet d'accéder à ces données-là pour, supposons, monsieur... supposons quelqu'un qui voudrait dire hey, moi, je veux avoir tel document numérique. On a un système interne, mais tu sais, c'est pas un système qui est public. C'est une réflexion à laquelle on essaie de
un élément auquel on essaie de réfléchir. Comment dire aux gens qu'on a scanné le Palais des Congrès et tout son espace environnant? C'est-à-dire, on a scanné le Palais des Congrès, mais on a scanné plus que le Palais des Congrès parce qu'on a les façades de tous les buildings qui sont autour. Fait que ça peut avoir un impact sur tous les bâtiments autour, ultimement. Puis cumuler tout ensemble quand on les colle, on a peut-être le tiers du Vieux-Montréal qui est scanné. Ça fait que là, à un moment donné, tu te dis l'hôtel de ville, la basilique Notre-Dame, Pointe-à-Calière, puis les silos, puis fait qu'on a comme des actifs comme ça qui, cumulés ensemble, génèrent comme une vue à un moment donné en 3D précis de conditions existantes qui ont évolué, oui, mais qui nous permettent quand même de revenir. C'est un actif super important. Puis un jour, j'ai abordé le ministère de la Culture qui a établi un plan d'action numérique avec un paquet de points là, qu'ils veulent aborder au niveau numérique. Puis là, il y a la numérisation des objets. T'sais. Je dis, hey, j'ai numérisé des centaines de sites au Québec. Ça vous intéresse-tu? Ah, ben non, nous, la numérisation, là, on parle de photos, on peut-tu mettre ça sur YouTube, ton affaire, une vidéo, ou c'est-tu un document que je peux scanner, tu sais? Non, c'est de la documentation 3D sur des sites patrimoniaux. Ah, ben là, je suis fonctionnaire, là, je m'excuse. Il y a peut-être rien à répondre. Non, mais c'est ça. Si la porn est en avance de 20 ans sur tout le monde, le ministère est en retard de 20 ans sur tout le monde. Ben, c'est la dynamique je veux pas parler contre les fonctionnaires, mais ils sont là pour faire leur job, puis ils sont pas là pour innover. C'est notre rôle à nous, comme entrepreneurs, de voir le futur, de voir les technologies, de les maîtriser, puis d'être en avant du monde. Puis c'est un peu la dynamique en technologie, c'est marche ou crève. T'es dedans, puis t'avances, ou ben non, laisse tomber, puis fais d'autres choses. C'est comme... c'est ça. Ça évolue tellement vite. Ben c'est ça, c'est souvent en tant qu'entrepreneur que justement, tu crées des opportunités pour tout le monde. Hein. Ouais, exact. Je veux dire, faut pas que tu comptes sur les autres, ni sur sur certains gouvernements ou certains fonctionnaires. Je veux dire, peut-être qu'il y en a, mais en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est ça qu'on fait le mieux. Mon court moment dans le monde du drone m'aura appris que... On s'est rencontrés en faisant un cours de drone. Ouais, exact. Mais le court moment que j'ai passé dans le monde du drone m'aura appris que l'entreprise était rendue là, le gouvernement était rendu là, puis si tu voulais faire voler un drone à l'époque, c'était 30 jours ouvrables pour avoir ton COIS. Ouais, c'était l'enfer sur Terre. Même que des fois, ça allait plus loin. C'est comme, finalement, tout le monde le faisait illégalement. Là, c'est ça, exact. Tout le monde avait peur qu'on se fasse détecter par un radar quelconque. Ouais, mais écoute, moi, j'ai déjà envoyé quelqu'un à Chute Niagara pour aller faire du vidéo, puis il y a des systèmes de protection parce que tu es sur le bord de la frontière américaine. Ils veulent pas faire voler des drones de n'importe qui, n'importe comment. Ça fait que le gars, il a monté le drone, 30 pieds dans les airs, il a reçu un signal. Tu es dans une zone interdite de vol, puis son drone, il a crashé, boum. T'sais. Quoi? Ouais. Ouais, OK. Petite anecdote comme ça. Un moment donné, ça m'est arrivé la même affaire. Moi, j'étais sûr que j'étais pas dans une zone, en fait, qui était contrôlée, une zone aérienne contrôlée. Je vole au-dessus du fleuve. Le drone commence à descendre. Out of nowhere, en plein milieu du fleuve. Ouf. J'ai enlevé mes pants. Je suis parti, j'ai couru dans l'eau, j'étais allé chercher le drone comme ça. Aïe. Il descendait, là, j'étais comme, quoi? T'as plus le contrôle, tu peux plus le ramener. Non, c'est ça. Ouais. Puis, il n'y avait aucun avertissement. Peut-être dans ce temps-là, ils n'étaient pas encore à point au niveau des espaces aériens contrôlés, back home ou quoi que ce soit. Il y a un truc qui a commencé à descendre. L'eau du fleuve est froide, là. Je pense que t'étais pas dans un canal de la Chine, là. Ouais, non, c'était quoi? C'était genre une baignade à 15 000 $? C'était en Gaspésie, là, tu sais. Oh, ouais. J'étais à Saint-Anne-des-Monts, mais moi, je savais pas qu'il y avait un aéroport, là. Un aérodrome. Ah ouais. Fait que c'est ça. Ouais, anecdote. Hey, merci pour ton passage, Richard. C'était super cool. Merci beaucoup. Merci les gars pour l'invitation. La bière. Je pense qu'on aurait pu encore jaser pendant une heure de temps. Je pense que ouais. Peut-être le dernier petit mot de la fin. Qu'est-ce qu'on s'attend de Iscan pour l'avenir un peu?
Ben, je pense qu'ils scannent notre avenir, c'est d'aider le monde. Ce qui nous valorise beaucoup, c'est d'aider des professionnels à documenter des sites existants pour les aider à les transformer en ayant des données de précision dans les formats qu'ils ont besoin. Ça fait que pour nous, c'est vraiment d'aider le monde. On le fait pas. J'ai jamais fait ma business tant pour faire du cash ou d'en faire, oui, là, mais ultimement, moi, ce qui me valorise beaucoup puis ce que j'apprécie, c'est quand les gens ils disent waouh, c'est cool, tes données nous ont aidés à mieux gérer, mieux transformer le bâtiment, tu sais. Puis c'est valorisant de se promener un peu partout au Québec puis de dire « Hey, ça, on a aidé là-dessus, ça, on a aidé là-dessus, puis ça, on a aidé là-dessus », tu sais. Ça fait que moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que notre expertise continue d'être reconnue, qu'on puisse continuer à aider du monde, puis on va continuer à innover puis à pousser dans des croisements technologiques, puis à faire des partenariats avec des gars comme vous autres, qui avaient cette vision d'innovation-là pour pousser plus loin de bon cœur, puis de bonne foi, puis c'est ça. Fait moi, je souhaite continuer à collaborer avec toutes sortes de professionnels, puis à triper au niveau du patrimoine, puis... c'est cool parce que. Merci, Richard. J'espère qu'on va continuer de contribuer, de collaborer parce que c'est cool de travailler ensemble. Ouais, merci. Et puis, c'est ça. En fait, on va mettre fin au podcast, mais juste avant, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à commanditer le podcast, on est toujours à la recherche de commanditaires. Également, donc, un beau bonjour à tout le monde de la francophonie, que ce soit en Afrique ou en France. Et également, on est en train de partir un Patreon. Donc, actuellement, il est pas en ligne, mais bientôt, vous allez pouvoir accéder à notre Patreon. Puis, dans le fond, on va, déposer les podcasts à l'avance là, sur le Patreon, mais également, on est en train de regarder pour mettre des formations en géomatique. Donc, si jamais vous êtes intéressé à en apprendre un peu plus là, sur cartographie web, géomatique web, etc., ça va être sur le Patreon. Donc, Jonathan, un dernier mot pour la fin? Ouais, peut-être un dernier petit mot aussi. Si vous êtes intéressé à venir au podcast, à venir présenter, si vous avez des projets innovateurs, si vous avez des projets, écrivez-nous. Nous, ça nous ferait plaisir de vous recevoir. On aime toujours ça parler de tous les aspects de la géomatique. C'est sûr que la géomatique, ça ne parle pas à tout le monde. Mais au moment où est-ce que vous touchez à de la donnée géospatiale, que ce soit n'importe quel domaine, je pense que ça serait enrichissant pour tout le monde de le partager. Voilà. Eh bien, merci bien, puis à la prochaine. Merci tout le monde. OK, bye. Bye.